Bonjour à tous et bonjour à toutes, et aujourd'hui nous allons parler d'un grand Ah merde, j'ai fait tomber mon stylo. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. L'expression est très connue et vous avez de suite compris de quel roman nous allions parler. Nous allons parler des Misérables de Victor Hugo. Et tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait qui est Jean Valjean, Cosette, Fantine, Javert, les Thénardier. Ce sont des noms qui ne vous sont pas du tout inconnus. Et pourtant, le roman n'est pas forcément lu par tous parce que certains l'appréhendent, d'autres en ont peur, d'autres se disent c'est pas pour moi, c'est trop gros, c'est trop classique, ça va être trop compliqué. Alors qu'en fait, le livre est absolument abordable pour tous, par tous. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas épais. Là voilà, en édition livre de poche, j'ai compté plus de 1946 pages en tout, deux gros volumes. Donc oui, il est épais. Oui, il faut du temps. L'été arrive, moi ce que je vous conseille, c'est que de consacrer vos 2 mois d'été, juillet, août, à la lecture des Misérables. C'est amplement suffisant. Au moins, vous allez voir, ça sera fait, vous serez fiers, et vous allez entrer dans un univers absolument extraordinaire. Pour moi, le plus grand chef-d'œuvre de la littérature mondiale de tous les temps. Allez, c'est parti pour l'analyse de ce chef-d'œuvre. Générique, et on se retrouve juste après. Alors, je vais pas vous mentir, cette vidéo, elle n'est pas facile. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais la faire, ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler des Misérables, mais un peu comme certains d'entre vous appréhendent le fait de partir dans l'aventure de la lecture des Misérables, faire une vidéo sur les Misérables, c'est aussi une aventure, et c'est aussi très compliqué. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, il faut pas trop de semaines de préparation, de mois de préparation, de recherche, etc. C'est parti, à l'instinct, au panache. Je vais vous parler des Misérables, de mon impression, et de vous expliquer pourquoi moi je considère que c'est un immense chef-d'œuvre, pourquoi moi je considère qu'il faut absolument le lire, et pourquoi ça a été un coup de foudre pour moi lorsque je l'ai lu. Je l'ai lu très tardivement, hein, je devais avoir 24-25 ans, d'autres l'ont lu dans leur adolescence. Tant mieux, mais je pense qu'il faut quand même avoir un certain regard mature, un certain regard adulte pour le comprendre entièrement. On peut le lire jeune, parce qu'encore une fois, on va y revenir, c'est pas si complexe que ça, mais je pense quand même qu'il faut une certaine maturité pour comprendre ce roman dans son ensemble. Mais d'abord, je vais vous parler de la genèse de ce roman. Alors, vous savez tous qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Victor Hugo naît en 1802 à Besançon, et il va commencer la rédaction des Misérables à peu près en 1845. À ce moment-là, il est déjà l'auteur de grands chefs-d'œuvre. Notre-Dame de Paris, en 1831, il n'a que 29 ans lorsqu'il écrit Notre-Dame de Paris. Il a déjà écrit Le dernier jour d'un condamné, Claude Gueux, donc il est déjà très attaché à l'injustice sociale, à la misère et aux conséquences de certaines décisions de justice qui peuvent lui apparaître disproportionnées par rapport aux faits commis par l'individu. Il a déjà sorti toutes ces tragédies, donc c'est un dramaturge très connu, certaines poésies. Donc en 1845, Victor Hugo est déjà un poète, un dramaturge, un roman très célèbre, et justement, il vient d'être fait pair de France par le roi Louis-Philippe. Sauf que qu'est-ce qui va définitivement le convaincre d'écrire Les Misérables? C'est un fait qui n'est pas très glorieux pour Victor Hugo, parce qu'on connaît le Victor Hugo humaniste, visionnaire, au fait des injustices sociales, mais on connaît moins peut-être de Victor Hugo bon vivant, et également avec des mœurs assez dissolues dans sa vie privée, et notamment beaucoup d'adultère. Et il va commettre l'adultère avec l'épouse du peintre Auguste Billard, qu'il va lui faire constater l'adultère. La pauvre Léonie, je crois, l'épouse du peintre Billard, va être emprisonnée pendant 2 mois, puis envoyée dans un couvent. Victor Hugo, lui, ne va avoir aucune conséquence juridique. C'était la grande injustice et l'immense scandale de cette époque. Et il va plus s'apitoyer sur son sort à lui, qui a été soupçonné, qui publiquement n'est plus très bien vu, et à qui le roi Louis-Philippe va dire « il faudrait peut-être que tu te fasses un peu oublier loin du monde parisien ». C'est ce qu'il va faire, et c'est ce qui va le décider d'entreprendre l'écriture donc de ce qu'il va considérer comme son grand chef-d'œuvre. À ce moment-là, est-ce que dans sa tête ça va être son plus grand chef-d'œuvre? On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, il compte l'appeler Les Misères, et pas encore Les Misérables.
Sauf que arrive la révolution de 1848, il va s'engager en politique, il va être élu député, ensuite va ce qui va se passer avec, on va dire, son conflit avec Louis-Napoléon Bonaparte. Ils n'ont pas la même vision de ce que doit être le régime pour la France. Victor Hugo va s'exiler de par lui-même en dehors de l'Empire de France, et là, il va pas s'y mettre de suite, mais sa maîtresse va emporter avec elle dans sa valise les premiers manuscrits des Misères. Victor Hugo va les relire, et en fait, au bout de quelques années, il va décider de se remettre à l'écriture, de changer complètement certains passages du livre, et en 1862, enfin, va paraître Les Misérables. Il va changer le nom, et il va changer également beaucoup de l'état d'esprit de ce roman. Il est beaucoup moins conservateur qu'il ne l'était en 1845, il est passé beaucoup plus à gauche dans l'échiquier politique, et donc en fait certaines choses qu'il pensait en 1845, il ne les pense plus du tout dans les années 1850-1860, et d'ailleurs certains passages des Misérables, on voit écrit les conservateurs de l'époque pensaient que, alors qu'en fait c'est lui qui avait écrit ça dans la première mouture du livre des Misères. C'est assez cocasse de voir ce genre de petites anecdotes lorsqu'on lit les Misérables. Autre chose, il y a une césure complète lorsqu'on voit le manuscrit originel du texte des Misères. Il y a une césure où écrit ainsi s'arrête le père de France, et ensuite ainsi commence le proscrit. Voilà, donc c'est une écriture en 2 temps, c'est ce qui a fait un chef-d'œuvre, parce qu'une écriture sur plus de 20 ans de ce texte, en tout cas pas 20 ans, allez, presque 20 ans de ce texte, et puis surtout par 2 hommes qui ont connu un bouleversement politique et intérieur entre les 2 écritures, entre les 2 rédactions, et pourtant ça n'a pas du tout ombragé la cohérence de ce texte. Alors Victor Hugo va refuser que le roman paraisse en roman feuilleton, c'était la mode à l'époque, Alexandre Dumas, Balzac le faisaient, c'est-à-dire que les romans paraissaient dans les journaux comme des feuilletons, chapitre après chapitre, et il paraissait dans les journaux officiels du régime français. Victor Hugo va s'y opposer parce que, premièrement, lui considère que ce n'est pas adapté à son roman, et puis en plus il n'a pas envie que cela paraisse ainsi dans les journaux officiels entre guillemets du régime impérial qu'il combat politiquement. Pour autant, quelques années plus tard, ça va quand même paraître en roman feuilleton, mais pas au moment de sa sortie. Alors, comment résumer un tel roman? C'est très difficile de résumer, mais on va dire de manière très générale, on suit les aventures de Jean Valjean qui, pour aider sa sœur et tous ses enfants à se nourrir, il n'y arrive plus à se nourrir, il va voler un pain. Pour cela, il est envoyé au bagne, il y restera 19 ans. 19 ans de bagne, pas seulement pour le vol d'un pain, mais en fait il va essayer plusieurs fois de s'échapper, etc. Donc la peine va s'alourdir, et en tout 19 ans, il va rentrer, plus personne ne veut le recevoir, personne ne l'accueille, personne ne veut lui donner du travail, jusqu'à ce qu'enfin, un évêque bienveillant, décide de l'accueillir. Il lui fait passer la nuit chez lui, il lui montre sa vaisselle, etc., en argent, de luxe, etc. Et Jean Valjean va décider de partir dans la nuit en lui volant donc cette vaisselle de la personne donc qu'il avait accueillie avec bienveillance. Donc on voit qu'en fait il décide de sortir du bagne et revient du bagne en essayant de faire le mal par le mal. Ça n'a pas fait de lui quelqu'un de bien. Donc déjà première critique sociale de Victor Hugo à propos du bagne et de ses conséquences. Il va être arrêté par la police, renvoyé donc chez l'évêque pour lui il dit en fait je ne les ai pas volés, il me les a donnés, et l'évêque va le recevoir en lui disant effectivement je te les avais donnés mais c'est dommage, tu avais oublié ceci, en lui montrant d'autres faisselles que je t'avais dit aussi de prendre. Jean Valjean est foudroyé par la bienveillance, par la bonté de cette personne, et ça va complètement le changer. C'est ça qui va le changer, c'est pas le bagne, c'est pas les 19 ans de bagne qui vont faire de lui quelqu'un de bien, c'est cette bonté gratuite, cette bienveillance de l'évêque, et il se dit il faut que je change, il faut que je devienne un autre homme. Il va devenir un autre homme, on va le revoir sous la peau d'un grand industriel qui va investir dans une ville, qui va faire le bien autour de lui, qui va être généreux, qui va devenir ensuite quelqu'un d'important dans la ville, etc. Sauf que son passé le rattrape et il va être poursuivi par l'inspecteur Javert, qui est un fanatique de la loi, de l'ordre. Pour lui, quelqu'un qui a fait du bagne ne peut jamais devenir quelqu'un de bien, et toute sa vie, il va le poursuivre, toute sa vie, tout au long du roman, tout au long des 1900 pages, il va le poursuivre pour essayer de le renvoyer en prison, de le renvoyer au bagne. Alors, il y a plusieurs péripéties, etc. Parallèlement, on a suivi également dans la première partie l'histoire de Fantine, qui est une jeune femme qui est complètement abandonnée par l'homme qui va faire un enfant avec elle. On voit d'ailleurs la vie parisienne des années 1815, je ne l'ai pas dit, mais ça se passe après Waterloo, donc dans les années 1815 jusqu'à 1832. Et
Cette pauvre Fantine va devoir élever seule sa fille, elle n'y parvient pas, trop pauvre, elle va la confier aux Thénardier. Ils sont là, les Thénardier que vous connaissez bien, qui tiennent une auberge, elle croit que ce sont des gens bien, et donc elle leur laisse sa fille, et elle va essayer ensuite d'aller travailler de par elle-même. En fait, ce qui va se passer, c'est que les Thénardier sont d'affreux personnages. Ils vont lui réclamer toujours plus d'argent pour soigner sa fille, etc. Et elle va aller jusqu'à la prostitution. Elle va couper ses cheveux, elle va se faire enlever les dents pour les vendre, etc. Elle essaye absolument de trouver de l'argent pour donner aux Thénardier, qui n'en font absolument pas bon usage, qui l'utilisent pour eux et qui laissent la pauvre Cosette dans un état d'esclavage absolument scandaleux. Fantine et Jean Valjean vont finalement se rencontrer et Jean Valjean va promettre à Fantine d'aller s'occuper de sa pauvre Cosette si jamais il lui arrivait malheur. Donc après, ben voilà, on va suivre les aventures donc de Jean Valjean et de Cosette à Paris. Cosette va grandir, va rencontrer le jeune Marius, qui est un idéaliste, dont le père d'ailleurs a été sauvé, on nous l'apprend, à la bataille de Waterloo par Thénardier. On va apprendre exactement ce qui s'est passé parce que vous comprenez bien que Thénardier ne peut pas être quelqu'un d'aussi bienveillant. Et puis voilà, Marius et Cosette vont devenir amoureux. Et au milieu de ça va également se mêler les révoltes des années 1830, et notamment une révolte qui était passée complètement inaperçue dans l'histoire de France, qui a suivi l'enterrement de général Lamarque, et qui en fait va donner lieu à des barricades qu'il va mettre en scène. Marius va y être mêlé, Jean Valjean, Javert, enfin tous ces personnages vont se retrouver. Je n'entre pas évidemment dans les détails parce qu'il se passe plein de choses, tellement de choses. On va y revenir d'ailleurs au cours de cette vidéo, mais c'est ce qui en fait un roman extraordinaire, c'est que c'est une saga. On pourrait en faire une série sur 5-6 saisons, si un jour un vrai producteur de série veut faire une série extraordinaire, il y a de quoi faire des saisons et des saisons sur Les Misérables. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris. Là, ce n'est qu'un aperçu du résumé, mais ça vous montre déjà toute l'étendue du génie de Victor Hugo. Qu'est-ce qui en fait un chef-d'œuvre? C'est sa réception. Il est de suite un roman populaire, vendu. Les ouvriers se cotisent pour l'acheter et le lire, se le partager. Aujourd'hui encore, c'est un roman très populaire. J'ai posé la question sur Twitter et j'ai eu plein de réactions positives, certaines négatives aussi, d'autres qui en fait ne l'ont jamais lu, mais appréhendent de le lire, se disent moi je ne le lirai jamais parce que ce n'est pas du tout un roman fait pour moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'essaie de vous montrer que c'est absolument faux. Et puis, ce qui en fait également un chef-d'œuvre, c'est la distinction entre la réception à l'époque et aujourd'hui l'unanimité autour de ce roman. Je vais citer quelques personnages comme ça qui sont fameux pourtant à l'époque et qui ont perçu ce roman comme absolument détestable. Sainte-Beuve, un critique littéraire bien connu, nous dit « Le goût du public est décidément bien malade, le succès des Misérables a sévi et continue de sévir au-delà de ce qu'on pouvait craindre. Les frères Goncourt ont exprimé leur profonde déception, jugeant le roman très artificiel et très décevant. Flaubert lui-même n'y trouve ni vérité ni grandeur. Alors il y a Baudelaire, qui fait quand même publier une critique très élogieuse de la première partie dans un journal. Lamartine dit « Les Misérables sont un sublime talent, une honnête intention et un livre très dangereux de deux manières, non seulement parce qu'il fait trop craindre aux heureux, mais parce qu'il fait trop espérer aux malheureux. » Barbé d'Aurevilly nous dit « C'est le livre le plus dangereux de son temps. » Dumas, Alexandre Dumas, père, regrette que ce livre soit tout à la fois une œuvre ennuyeuse, mal rêvée dans son plan, malvenue dans son résultat. Enfin, vous voyez, il y a quand même des illustres noms qui, à l'époque, n'ont pas du tout perçu à quel point ce roman était absolument génial. Ils le trouvent ennuyeux, dangereux, mal construit, mal rêvé. Aucun ne dit évidemment mal écrit, parce que ça serait malvenu que de dire une telle chose. On va évidemment maintenant parler du style de Victor Hugo, du style des Misérables, qui est absolument formidable. Alors le style des Misérables, le style de Victor Hugo, moi je le trouve génialissime. Ce n'est pas du tout un style complexe, voilà. Là j'essaye de rassurer ceux qui ne l'ont pas lu et qui seraient inquiets à l'idée de lire Les Misérables. Il n'est pas du tout compliqué, il n'est pas du tout inabordable. C'est au contraire pour moi ce que j'adore dans le style de Victor Hugo, dans le style de cette époque qu'on retrouve également en quelque sorte chez Alexandre Dumas, c'est que chaque mot a l'air d'être placé exactement là où il devrait être. C'est-à-dire que lorsque vous lisez, c'est fluide, rien n'est un obstacle lorsque même vous le lisez à voix haute. C'est beau et pourtant c'est pas, ça semble simple en fait. Écrit ainsi, il y a certaines phrases comme ça qui semblent simples, qui semblent évidentes. Et c'est ça aussi pour moi, je trouve le génie du style, c'est que les choses comme ça qui apparaissent les plus simples sont en fait très compliquées à faire,
mais chaque mot semble être exactement là où il devrait être. C'est beau, c'est un immense poète, déjà c'est un dramaturge, donc on le voit lorsqu'il écrit. Je vais vous donner comme ça quelques exemples de ce que j'adore dans le style de Victor Hugo, et vous allez voir que c'était pas du tout un style compliqué, vous comprendrez toutes les phrases, c'est bien écrit, et c'est pas orgueilleux, c'est pas prétentieux comme écriture. Allez, on en prend certaines. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Je trouve ça absolument merveilleux. Encore un exemple, ce tout petit changement avait été une révolution. Autre exemple, à propos de Jean Valjean, quand on l'avait vu gagner de l'argent, on avait dit c'est un marchand. Quand on l'avait vu semer son argent, on avait dit c'est un ambitieux. Quand on l'avait vu repousser les honneurs, on avait dit c'est un aventurier. Quand on le vit repousser le monde, on dit c'est une brute. C'est génial, j'adore. Pensez, voilà le triomphe vrai de l'âme. Nous sommes pour la religion, contre les religions. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros, héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Encore un autre exemple, hein. Je vous en donne comme ça à la volée, mais la pensée et le labeur de l'intelligence, la rêverie en est la volupté. L'argot est autre chose qu'un vestiaire où la langue, ayant quelque mauvaise action à faire, se déguise, elle s'y revêt de mots masqués et de métaphores haillons. Génial. Si la nature s'appelle providence, la société doit s'appeler prévoyance. Là, celle-là, elle est pas mal. Parfois, insurrection, c'est résurrection. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. La vive force achève ce que l'idée a ébauché. Enfin voilà. Comme ça, à la volée, quelques phrases. En fait, qui également donnent le ton des Misérables. Les Misérables, c'est certes le résumé que je vous ai donné, c'est des actions, mais c'est également tout au long du roman beaucoup de digressions. Et c'est ce qui fait peut-être que certains ont du mal avec Victor Hugo, avec Les Misérables, c'est ces multiples digressions. Parfois, il va arriver dans un endroit, je pense au couvent, dans lequel à un moment donné Jean Valjean va se cacher, et dans ce couvent, la partie commence, on se dit ça y est, on va enfin découvrir ce qui va se passer à l'intérieur, est-ce que Jean Valjean va réussir à se cacher, etc. Non, pendant plus de 50 pages, Victor Hugo va nous expliquer la vie des couvents, comme ça, au 19e siècle, l'organisation, etc. Et en fait, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est insupportable. Mais non, non, c'est génial. C'est génial parce qu'en plus, on apprend plein de choses. C'est bien écrit et c'est intéressant. C'est à la fois donc un roman, des aventures, de l'amour, des barricades, etc. Mais à la fois presque un livre documentaire sur ce qu'était le 19e siècle, sur la vie à Paris, dans les quartiers, dans les couvents. À un moment donné, une description des égouts absolument géniale et qui a marqué plein de gens. Lorsque j'ai mis sur Twitter, si vous deviez décrire en quelques mots Les Misérables de Victor Hugo, comment le feriez-vous? Beaucoup ont écrit les égouts. Ben, les égouts, la scène des égouts les ont absolument marqués. À un moment donné, Jean Valjean est obligé de s'enfuir par les égouts parisiens. Et c'est une scène qui a beaucoup marqué parce qu'il décrit à la fois les égouts et on a cette atmosphère qui est incroyable, cette peur, ce côté sombre, ce côté puant. C'est vraiment les égouts parisiens dans ce qu'ils ont de plus sombre. Et on y est en plein dedans. Victor Hugo nous transporte pendant 50 pages à l'intérieur. C'est absolument formidable. Voilà. Donc les digressions de Victor Hugo, moi je les trouve bien, génial, très intéressant. Beaucoup de pensées de l'auteur qui sont souvent en plus très bien écrites. Donc ça donne envie d'aller encore plus loin. Enfin voilà, c'est pour moi l'une des qualités de ce roman. C'est les digressions. Sinon ça ferait certainement peut-être pas 1946 pages, mais les digressions en font presque un roman, pas documentaire, mais en fait, pour moi, c'est le roman de tous les romans. Il y a tout ce qu'on aime dans la littérature, dans ce roman, des aventures, de l'amour, mais aussi voilà, des explications, et des parties documentaires. C'est ce qu'on trouve aussi parfois chez Balzac ou chez Zola. On se divertit pas seulement avec ces romans. On apprend aussi des choses. Parfois, on dit la culture populaire, c'est ce qui est divertissant. Je suis absolument pas d'accord avec ça. La culture populaire peut aussi être pédagogique, peut aussi apprendre des choses. C'était très populaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, Les Misérables à sa sortie, et c'est ce qui en fait pour moi un grand chef-d'œuvre. Allez, qu'est-ce qui en fait également un immense chef-d'œuvre? C'est évidemment les personnages. Et les personnages sont des caricatures, sont des symboles
à eux tout seuls. En fait, et c'est ce qui fait que ce roman, c'est un roman romantique par quintessence. C'est le romantisme vraiment dans son apogée. Voilà, je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est un roman évidemment qui baigne dans le siècle du romantisme. Victor Hugo en est l'un de ses chefs de file, et on le voit tellement dans ce roman, à la fois dans son écriture, dans son exagération, et dans le fait que les personnages représentent tous une idée, un sentiment. Et ce sont tous des caricatures, mais c'est volontaire, c'est fait vraiment très volontairement. Jean Valjean, qui au début représente le mal absolu, et puis ensuite il va redevenir un saint, un homme saint dans ce qu'il veut faire de bien. Fantine, qui est l'esclavage moderne des femmes à cette époque. Thénardier, qui sont vraiment les profiteurs, mais les profiteurs vraiment, il n'y a rien à sauver chez les Thénardier. Lorsque vous lisez, à la limite chez leur fille, oui, chez leur fils, Gavroche, l'enfant des rues, pauvre, qui était le fils de Thénardier, mais qui s'en est éloigné, et qui est incroyable. Gavroche, dont je parlais tout à l'heure, évidemment, c'est lui qui, au moment... Alors évidemment, je vais révéler certains passages importants du récit dans cette vidéo. J'ai pas trop le choix, mais encore une fois, ça ne devrait pas vous gâcher la lecture, ceux qui l'ont lu, parce que ce n'est pas ça qui compte. Voilà, c'est pas l'enchaînement des événements qui fait des Misérables un chef-d'œuvre. C'est certes les événements, mais aussi le style et les messages et la façon dont se thème. Donc Gavroche, au moment où il est sur les barricades, au moment où il prend ses balles, il essaye en fait dans les barricades d'aller ramasser les balles des bords pour ensuite les ramener aux jeunes qui sont en train de se battre derrière. Mais sauf qu'il va recevoir des balles en plein cœur par les soldats en face, par les militaires. Et donc c'est lui qui va chantonner ce célèbre je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Mais il n'a même pas le temps de finir, c'est la faute à... Parce qu'en fait, on comprend que c'est Rousseau parce qu'il y a eu tout un ensemble de couplets auparavant dans lequel à chaque fois il disait c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Et ça, c'est vraiment le tout dernier couplet qui est le plus connu, parce que c'est sa bord, mais il y en a d'autres avant. Et Gavroche, c'est un personnage très attachant, peut-être l'un des personnages les plus attachants de la littérature française, qu'on suit, qu'on a envie qu'il s'en sorte parce qu'il vit dans les rues avec les autres enfants de rue. On a envie, mais il représente donc la caricature de ces enfants de rue. Et puis malheureusement, il ne parviendra pas à s'en sortir. Javert qui est le fanatique de la loi. Et pour lui, les hommes sont catégorisés en deux catégories. Ils sont divisés en deux catégories. Les hommes bien qui font le bien et les hommes mauvais qui font le mal. Et ceux qui ont été en prison, ceux qui ont volé, sont forcément des hommes mauvais. Il ne va pas du tout voir l'histoire de morale derrière. C'est la loi. Vous la respectez ou vous ne la respectez pas, selon Javert. Et à un moment donné, dans le livre, il y a quelque chose qui va venir percuter cette logique qu'il a en lui, ce fanatisme. C'est qu'il y a un personnage, je vous dis pas exactement comment ça se passe, mais il y a un personnage qui a l'impression que depuis le début, il fait quelque chose de mauvais, qui va faire le bien. Et là, ça va être un blocage psychologique pour lui. Ça va être terrible comme conséquence pour Javert. Cette scène, elle est absolument géniale. Ah, franchement, lisez Les Misérables, rien que pour le personnage de Javert, qui est pas du tout inintéressant. Voilà. Il est très intéressant comme personnage, et vous allez voir pourquoi en lisant ce qui lui arrive. Mais évidemment, Jean Valjean, Cosette, qui est très attachant, Marius, l'idéologue, il a... C'est pas l'idéologue, pardon, je dis une bêtise, l'idéaliste. Voilà. Marius est très idéaliste. Certes, dans l'amour, il va devenir amoureux de Cosette, mais également idéaliste politiquement. Au début, il déteste tout ce qui appartient au bonapartisme parce qu'on lui fait croire que Napoléon c'est le mal, que son père qui était bonapartiste les a abandonnés, etc. En fait, petit à petit, dans le livre, il va apprendre la vérité sur son père, sur ce que son grand-père lui a caché, etc. Et il va petit à petit changer d'idéologie politique, en fait, en quelque sorte. Et surtout, sa déception amoureuse va le faire aller sur les barricades et il va risquer sa vie sur les barricades par déception amoureuse. D'où, encore une fois, l'idée de romantisme. Enfin, voilà, il y a plein de personnages qui sont intéressants. Les Thénardier, qui ont, je l'ai dit, il n'y a rien à sauver chez eux. Leur fille, l'une des deux filles, est vraiment intéressante, touchante. Et petit à petit, finalement, on s'attache à elle. Voilà, on passe à côté de plein de personnages comme ça, de plein d'anecdotes. Mais voilà, comme je disais, il y a beaucoup à dire. Je ne peux pas m'attarder sur tout, mais les personnages sont pour moi ce qui fait de ce roman un immense chef-d'œuvre, à tel point que, comme je vous disais tout à l'heure, on les connaît tous en fait. Même ceux qui n'ont pas lu le livre, même moi, avant d'avoir lu le roman, je les connaissais. Je connaissais Jean Valjean, Cosette, Fantine, Thénardier. On connaît tous, on en a tous entendu parler au moins une fois, et c'est devenu encore une fois pas des caricatures, mais des symboles. C'est devenu des personnages symboles. Lorsqu'on pense parfois au mal, l'idée d'être rapace, l'idée d'être égoïste, d'être profiteur, etc. De suite, on pense aux Thénardier.
Lorsqu'on pense à la rédemption, on pense à Jean Valjean. Lorsqu'on pense à quelqu'un qui se plaint, qui fait tout, le balai, la vaisselle, etc., on dit bah fais pas ta Cosette. Mais, Cosette, Fantine, qui s'enlève les dents, etc. Enfin bref, tous les personnages ont marqué des générations, et même ceux qui n'ont pas lu le roman. Voilà, comment on peut qualifier un chef-d'œuvre si ce n'est que même lorsque vous n'avez pas lu le roman, vous avez l'impression de le connaître par cœur. Un autre argument, c'est les messages. Les messages de ce livre sont incroyables. À la fois des messages philosophiques, beaucoup de réflexions philosophiques, messages sociaux, voilà, sociétaux. Victor Hugo veut faire passer ses idées sociétales par ce livre. Les injustices sociales. Comme je le disais tout à l'heure, l'inutilité des prisons et au contraire la volonté d'accroître l'instruction, d'accroître l'école. Il disait, Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et il le montre par ce livre, par Les Misérables, que en fait, dans Les Misérables, il y a deux types de personnages. Face à la misère, il y a ceux qui choisissent de faire le bien face au mal, et Jean Valjean, c'est Fantine, c'est l'évêque au tout début, et il y a ceux qui au contraire vont faire le mal par le mal. C'est Jean Valjean au début, et c'est les Thénardier évidemment, qui eux aussi après connaissent la misère. C'est-à-dire que c'est pas une lutte des classes dans Les Misérables, ils sont tous misérables. Même Javert, mais Javert vit pas dans des conditions de luxe, il vit pas dans un château, etc. Javert, il vit quelque chose de très simple, il est pas riche, etc. Ils sont tous misérables en quelque sorte, mais ils n'ont pas tous la même réaction face à la misère. En revanche, le crime, le vol, l'esclavage, etc., sont tous issus, selon Victor Hugo, dans son roman, de la misère. Et face à cette misère, il y a deux réactions possibles. Il ne dit pas que de la misère est forcément issu le mal, parce qu'il montre que le bien provient également de la misère, mais il y a deux réactions possibles. Et c'est ça le message philosophique, théologique, historique, sociétal, principal des Misérables. On peut ne pas être d'accord, ça se débat, mais il crée le débat. Il y a souvent dans le livre, Victor Hugo, notamment je pense lorsqu'il parle des révoltes et des révolutions, etc., il y a souvent des passages où vous fermez le livre, vous êtes en train de lire, j'imite très mal la personne qui lit, je le sais, vous êtes en train de lire, donc je recommence, en plus je lis à l'envers, là, c'est n'importe quoi. Et puis à un moment, vous tombez sur une citation, sur des réflexions parfois sur tout un paragraphe, vous fermez, vous dites, là quand même ce que je viens de dire, c'est pas rien. Et puis vous vous posez et vous réfléchissez en disant, mais je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc., mais il y a souvent comme ça des moments de pause. Là où je trouve les mauvais romans, vous les lisez, vous passez pas forcément au mauvais moment. Hein. À chaque fois, le mauvais roman vous prend un peu en traître parce que vous dites, bah, je passe un bon moment, j'ai envie de savoir ce qui se passe, parce que le personnage, bon, voilà, c'est intéressant. Et il y a aucun moment donné où vous faites une pause, vous dites, là, ce que je viens de dire, quand même, c'est beau, quoi. Et ça arrive très souvent dans Les Misérables. C'est très souvent. Franchement, ça m'est arrivé très souvent. Donc j'ai mis du temps à les lire, parce que forcément, si vous faites une pause toutes les deux pages, et parfois il y a toutes les deux pages des trucs profonds qui nous raconte Victor Hugo, mais c'est tellement incroyable. J'ai envie de les relire. Je suis en train d'en parler, j'ai envie de le relire tellement c'est bien. Alors je savais que j'allais oublier plusieurs choses, c'est évident, mais il y a quand même un élément que j'ai oublié et sur lequel quand même je voulais absolument revenir, je voulais absolument vous en parler, parce que pour moi c'est symptomatique, c'est symbolique de ce que sont les Misérables, de cette lutte dont je vous parlais tout à l'heure, de cette bien contre le mal. Le bien contre le mal, certains font le mal pour le mal, certains font le bien contre le mal, etc. Et Jean Valjean, c'est justement toute cette histoire de rédemption. Et il y a un chapitre qui est tout à fait extraordinaire et qui montre bien toute la lutte intérieure de Jean Valjean. C'est le chapitre qui s'appelle Tempête sous un crâne. Voilà, ceux qui l'ont lu vont de suite le reconnaître. Ceux qui l'ont pas lu, je vais juste vous en parler. Rassurez-vous, ça ne va pas du tout vous gâcher la future lecture de ce roman. Jean Valjean a changé d'identité. Il se fait appeler Monsieur Madeleine. Il sait très bien que sous son ancien nom, Jean Valjean, il ne peut rien faire. Et il s'est installé à Montreuil-sur-Mer. Il est devenu un grand chef d'industrie. Il a créé des centaines d'emplois. C'est devenu un notable très réputé, très respecté, très apprécié. Et il est essentiel pour cette ville parce qu'il a donné du travail grâce à quelque chose de tout à fait novateur qu'il a inventé. Il a donné du travail à des centaines de personnes. Sauf que son passé le rattrape. L'inspecteur Javert vient lui dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Champmathieu, qu'on soupçonne d'être Jean Valjean, et qu'il va bientôt y avoir le procès de ce Champmathieu. Et très certainement qu'il risque la peine de mort en tant qu'ancien bagnard évadé qu'on a réussi à rattraper. Et là, Jean Valjean se pose une question immense pour lui, essentielle de cette lutte du bien contre le mal, de cette rédemption. Ce pauvre Champmathieu ne peut pas être Jean Valjean, puisque c'est lui. Et donc, la logique serait d'aller se dénoncer et d'aller sauver ce pauvre innocent qui n'y est pour rien et qui va se faire condamner pour rien. Mais en même temps, s'il fait ça, il abandonne tous ses habitants
des centaines de personnes qui vivent grâce à lui, qui ont du travail grâce à lui. Donc, et eux, ils comptent sur lui. Donc est-ce que sauver un innocent et abandonner tous les autres, ou continuer d'être ce notable de Montreuil-sur-Mer, continuer de faire vivre des centaines de personnes, de leur faire avoir du travail, de faire nourrir leur famille, etc., qu'il a connu, lui, le manque d'argent, le manque de nourriture à l'époque pour sa famille, et sacrifier un individu pour sauver des centaines de personnes, c'est vraiment une lutte de plusieurs pages, des questionnements, il se torture l'esprit parce qu'il se demande, et quoi faire? Sacrifier une personne au nom de tous, ou sacrifier tous au nom d'un innocent qui va être condamné à cause de lui. Et c'est ça la différence, c'est que les uns ne seront pas condamnés à cause de lui, mais parce ils vivaient grâce à lui. Mais l'autre, Champmathieu, n'a absolument rien demandé, et c'est parce qu'il ressemble à Jean Valjean, c'est parce qu'on le confond avec Jean Valjean, qu'il va être condamné. Je ne vous dévoile pas exactement le choix qu'il va faire, mais je trouve que ce chapitre est extraordinaire, toujours bien écrit, mais cette lutte psychologique interne, elle est parfaitement retranscrite donc dans ce chapitre, Tempête sous un crâne. Et ce qui en fait aussi un chef-d'œuvre, parce qu'il y a les personnages, il y a les messages, il y a le style, il y a le résumé, il y a le contexte, mais ce qui en fait aussi un chef-d'œuvre, c'est ses multiples adaptations. Oui, parce que Les Misérables, on les connaît aussi parce qu'en fait, ils ont été adaptés sur de multiples supports. On connaît le dessin animé qui passait au Club Dorothée, il y a eu des films, un film très connu, d'autres films un peu moins, enfin, il y a eu de tout, il y a eu des comédies musicales, des séries pour la télévision, avec notamment Christian Clavier, John Malkovich, qui joue un Javert extraordinaire. Moi, j'adore le Javert joué par John Malkovich, qui est un superbe acteur. Donc je disais, le dessin animé. Il y a même eu, je crois, des jeux vidéo. Il me semble que j'avais vu ça un jour, qu'il y avait eu un jeu vidéo, Les Misérables, des bandes dessinées, des mangas, un manga incroyable dont j'ai déjà parlé peut-être sur cette chaîne. En tout cas, si je ne l'ai pas fait, je vous le dis. Si vous voulez faire connaître Les Misérables avant de se lancer dans le roman, il y a un manga qui est en 8 tomes chez Kurokawa et qui est très bien fait. Qui n'est pas les adaptations de classiques en manga en 1 tome, où c'est souvent très synthétique, pas bien dessiné, etc. Là, c'est une vraie série adapté, inspiré du roman, qui est très très bien, des bandes dessinées très bonnes, et puis également, je pense aussi à un sketch, Les Inconnus. Voilà, la culture populaire s'est également emparée de ce roman populaire, Les Inconnus, qui ont fait Les Miséroïdes avec un Jean Valjean incarné par Jean-Claude Van Damme, qui ne cherche que la violence, qui va se battre contre Javert et tout. Cette scène, elle est aussi drôle que repoussante. Enfin bref, voilà, même des parodies sur Les Misérables. Donc vraiment, tout a été fait à partir des Misérables. Bah écoutez, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. J'en ai déjà dit beaucoup sur ce roman. Un roman fleuve, un roman très bien écrit, avec des péripéties incroyables. En fait, plus on y pense, et plus j'ai des anecdotes comme ça qui me viennent en tête sur des passages incroyables. Et en fait, le scénario, il est tellement bien ficelé, j'aimerais bien savoir comment je vais peut-être m'intéresser à ça un jour, comment il l'a fait. Est-ce qu'il avait déjà tout écrit? Est-ce que tout le plan était connu d'avance, etc., par l'auteur lui-même? Ça m'intéresse, parce qu'en fait, plus le roman comme ça se construit, plus les liens entre les personnages sont incroyables. Moi, il y a des passages comme ça qui me sont restés en tête. Je pense également à Waterloo. Waterloo, Morne-Plaine. On arrive à un passage crucial du livre où on va apprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé entre Thénardier et le père de Marius, comment ça s'est passé, comment il a vraiment sauvé à la bataille de Waterloo. Et en fait, au lieu de nous montrer ça de suite, Victor Hugo joue un peu avec le lecteur, à qui il s'adresse souvent d'ailleurs, ce qui est risqué, mais lui, il le fait bien. Il joue un peu avec le lecteur parce que pendant 50 pages, il va nous expliquer comment ça s'est passé Waterloo, Napoléon, il va donner son avis sur Waterloo. C'était un grand admirateur de Napoléon Ier, Victor Hugo, beaucoup moins de son neveu, mais je pense que sa haine envers Napoléon III n'est pas du tout rationnelle, parce qu'en fait, Napoléon III n'est pas si détestable que ça. Sa haine n'est pas du tout rationnelle, elle est plus du fait de la déception qu'il a en face de lui un empereur qui ne lui semble pas à la hauteur de ses rêves passés sur Napoléon Ier. Et je pense que ça vient surtout de là, c'est très irrationnel. Et donc il va nous expliquer voilà, ce qui s'est passé à Waterloo et tout, il va décrire Waterloo, et il y a ces quelques mots, mais en quelques mots, il va foudroyer l'éternité. Waterloo était une morne plaine. Et c'est très connu. Voilà, lorsqu'on parle de Waterloo aujourd'hui, ouais, Waterloo, Morne-Plaine, ça vient des Misérables. Ça vient des Misérables. Il y a aussi un passage, j'adore ce passage, et je trouve génial. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le mot de Cambronne? Cambronne était un général d'Empire qui s'est battu au Waterloo et qui ensuite s'est marié avec une Anglaise. Et en fait, Cambronne, lorsque les Anglais disent
aux soldats français de se rendre. Il va dire ce mot. Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Lui, ensuite, toute sa vie, dira qu'il ne l'a pas dit, parce que forcément, il s'est marié avec une Anglaise. Et il y a d'ailleurs un très beau film de Sacha Guitry qui s'appelle Le Mont de Cambronne, je crois, ou Cambronne simplement, bref. Et il va dire merde aux soldats anglais qui lui disent de se rendre. Mot très connu. Et Victor Hugo va consacrer plusieurs chapitres à ce mot. Et c'est génial, parce qu'en fait, il dit, et il commence un chapitre comme ça: si le lecteur français veut être respecté, alors le plus beau mot qu'un Français ait prononcé dans l'histoire ne peut lui être répété. Parce que le plus beau mot selon Victor Hugo, c'est ce merde qui est envoyé à l'armée anglaise. Et donc si le lecteur français veut être respecté, le plus beau mot ne peut lui être répété. Et après il ajoute cette phrase incroyable: inutile de rajouter du sublime dans l'histoire. Voilà, je crois que ça pourrait faire son office de conclusion, tellement c'est génial. Et voilà, et c'est plein de petits passages comme ça. Les Misérables, vous voyez, c'est compréhensible. Il y a souvent des passages très drôles dans Les Misérables, à la fois très tristes, très douloureux, épiques. Javert, Jean Valjean, les Thénardier, Marius, Gavroche, pardon, Coffret, qu'est-ce que je raconte, Gavroche, Cosette, Fantine, enfin bref, oui, c'est vraiment un roman opéra, un drame, une comédie romantique, un roman philosophique. Il y a tout. Enfin, il y a tout dans Les Misérables. Pour moi, c'est le roman des romans. Il faut absolument le lire. Enfin, essayez, enfin, franchement, essayez. Faites-moi plaisir. Essayez au moins une fois. Lancez-vous là-dedans. Dites-vous, allez, au moins je me lance les 100, 200 premières pages. Et si vraiment je n'y arrive pas du tout, bah, arrêtez. Vous n'allez pas non plus faire les 1946 pages si vous n'aimez pas du tout. Mais essayez de grâce, faites-le, parce que vous allez voir, c'est fait pour vous. Voilà, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde va y trouver un moment, un personnage à qui il va s'identifier. Tout le monde va se lancer dans cette série. Et franchement, souvent dit, s'il fallait lire qu'un roman dans sa vie à quelqu'un qui n'aime pas lire. Et on va souvent penser à des romans courts. Évidemment, c'est normal, parce qu'on se dit, si la personne n'aime pas lire, on va pas lui faire lire un livre de 3000 pages. Or, pour moi, ben, Les Misérables, c'est le meilleur commercial pour faire aimer la littérature. Voilà, c'est très mal dit, j'improvise comme ça en direct, mais c'est tellement bien. Franchement, c'est tellement bien. Voilà, j'arrive pas à conclure parce que je me dis, il y a encore d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là. C'est le problème de faire une vidéo, de s'attaquer, d'avoir l'audace de faire une vidéo sur les Misérables, alors qu'il y a tellement de choses qui ont été dites depuis, mais j'avais envie, un jour, sur cette chaîne, qu'il y ait une vidéo sur Les Misérables. Et puis en plus, bah, ça va permettre à vous de commenter cette vidéo. Voilà, de commenter en disant vous ce que vous aimez dans Les Misérables, si vous l'aimez pas, si vous n'avez pas envie de dire, si je vous ai convaincu, si au contraire là, vous dites encore pire qu'avant. Ah oui, avant je me dis peut-être qu'un jour, puis avec cette vidéo encore, alors pas du tout. Mais c'est peut-être le cas. Alors dans ces cas-là, j'aurais raté, mais c'est pas grave. J'aurais au moins parlé de Misérables. J'ai passé un bon moment. Voilà. Moi j'ai passé un très bon moment à vous parler de Misérables. Il y a encore tellement de choses que j'aurais envie de vous dire. J'en reparlerai forcément, parce que lorsqu'on aime la littérature, on reparle de Victor Hugo et des Misérables au moins une fois, 2 fois, 3 fois par mois. J'en parle souvent des Misérables, souvent j'y fais référence. Enfin bref, c'est un peu notre étendard à tous, à la littérature française, c'est Les Misérables. Il est lu dans le monde entier, il est connu partout. Il n'y a pas beaucoup de romans comme ça, de la littérature mondiale, à avoir à ce point traversé les frontières et les générations. Les Misérables l'a fait, essayez-le, c'est l'adopter. Voilà, il fallait que je finisse comme ça. Bref, n'oubliez pas, puis si vous avez envie d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner. Alors je crois qu'il y a écrit abonner, puis après il y a une petite cloche. J'ai découvert ça récemment, une petite cloche comme ça que vous cliquez dessus. Et lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, vous êtes averti. Formidable, c'est formidable. Bref, commentez également cette vidéo, comme ça je vais pouvoir moi avoir votre ressenti sur Les Misérables. Prenez soin de vous. Lisez des livres, lisez Les Misérables, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir et à très très vite. Et merci encore, merci pour votre fidélité et pour votre bienveillance à chacune de mes vidéos. Au revoir.